agir. J'ai choisi d'agir sans arrêt. J'agis en enlevant mon t-shirt et en criant des slogans dans des endroits où je ne suis pas la bienvenue et à des gens qui ne sont pas forcément contents de me voir. J'ai pas une action dont je suis fière. Je crois que toute action doit rendre fière. J'ai pas de mots pour agir, c'est une action. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Elles agissent, le podcast qui met en lumière des femmes qui transforment leur vécu en engagement, en combat, en force, mais aussi leurs épreuves en prise de parole essentielle. Comme mon invitée du jour, Marie-Pia Minato, qui a traversé une expérience bouleversante, la naissance de son fils, Georges, à 25 semaines de grossesse. Un combat pour la vie qui a redéfini clairement son rapport à la maternité, à la résilience et à la société. Dans cet épisode, elle nous plonge au cœur de cette épreuve, entre hôpitaux, incertitudes, et aussi les victoires souvent silencieuses. Mais au-delà de son témoignage personnel, c'est une réflexion plus large qui se dessine à travers cet épisode. Comment notre société accompagne-t-elle réellement les parents d'enfants vulnérables ? Et aussi un vrai questionnement sur la place de mère. Qu'est-ce que ça signifie quand on est aussi en lutte contre un système qui ne reconnaît pas toujours la complexité de certains parcours ? Et aujourd'hui, 3 ans après la naissance de Georges, Marie-Pia est en train de construire sa manière d'agir. Elle parle de sa volonté de se battre pour la reconnaissance des droits des parents d'enfants médicalement suivis, de son envie aussi d'accompagner d'autres familles, de la reconstruction après l'épreuve. C'est une discussion intense, une discussion lucide et aussi nécessaire sur la prématurité, la résilience. Cet épisode nous porte aussi à la réflexion que l'action prend parfois du temps nécessaire pour se reconstruire et pour trouver comment on a envie justement d'agir. Très bonne écoute. Bonjour Marie-Pia. Bonjour Émilie. Bienvenue dans Elles agissent. Merci. Alors, Marie-Pia, tu es la maman de 3 garçons, dont Georges, qui est né grand prématuré et qui a surmonté de nombreux défis médicaux. Tu vas nous partager d'ailleurs ton parcours, à la fois poignant, fort et inspirant. Tu as aussi partagé ton expérience de vie lors de la journée des soignants à SOS Préma en 2021. Et aujourd'hui, tu continues de réfléchir et de construire ton action, à la fois pour améliorer les droits des parents et le soutien aux familles. On va donc voir ensemble que parfois l'action, après un événement de vie, est une évidence et que parfois, elle prend un peu plus de temps. Et même quand on a envie d'agir, quand l'envie d'agir est là. Comme je disais, tu as traversé une épreuve forte. Est-ce que tu peux, pour commencer ce podcast, nous raconter cette expérience et peut-être comment celle-ci t'a transformée ? Oui, alors effectivement, je suis la maman de 3 enfants, Gabriel, Arthur et Georges. Toutes mes grossesses, en fait, ont été très compliquées. J'ai déjà eu, mon premier était déjà grand préma, à 32 plus 6. Mais il est resté, entre guillemets, que 5 semaines à l'hôpital. J'ai été alitée. J'ai été aussi alitée pour mon deuxième, parce que j'avais une grosse menace d'accouchement préma. Finalement, il est né 1 mois avant terme, mais parce que j'avais eu la toxo, donc voilà, grossesse pas évidente non plus. Et puis Georges, j'ai commencé à être alitée. Et en fait, j'ai accouché extrêmement prématurément, puisqu'on est dans l'extrême prématurité à ce stade-là, parce que j'ai fait une éclampsie très sévère. En gros, j'étais en train de mourir, quoi. Et il est né, du coup, à 25 SA plus 1. Ça veut dire un tout petit peu après 5 mois de grossesse. Il pesait 525 grammes. Là, tu prends conscience de tout ça, du tourbillon et est-ce que tu dis c'est possible 5 mois je savais que c'était possible, mais je me disais quand même, il y avait quand même des infirmières qui me disaient mais vous savez, parfois on en envoie chez elles et puis elles reviennent chez nous accoucher, donc j'avais un petit espoir quand même. Oui, elle voulait être rassurante, elle voulait aussi peut-être que tu paniques pas ou des choses comme ça. Mais bon, après, je me suis rendu compte quand ils m'ont envoyé direct à Louis Morier. En gros, à Louis Morier, ils m'ont dit madame, soit vous mourrez, soit on vous. En fait, le seul remède pour accoucher, pour que vous alliez pour guérir, en fait, le seul remède dans votre cas, c'est l'accouchement. Il faut faire sortir le bébé. À ce stade-là, c'est forcément une césarienne, parce qu'à 500 grammes, il ne sort pas tout seul. Et
ils m'ont quand même dit, à ce stade, vous avez 3 solutions. Soit on le fait sortir et en gros, il meurt sur vous, sur votre... voilà. Soit on le fait sortir et on le réanime. Soit on le fait sortir et on réanime plus. C'est-à-dire, en gros, il y avait une sorte de gradation dans la réanimation, quoi. Waouh. Et Ouais. il y a la petite interne qui a dit, au bout de 2 minutes, non, mais il y a aussi une autre solution, c'est l'IMG. Alors, j'avoue que j'ai même pas demandé quelle était Interruption médicale de grossesse. Exactement. Ouais. Et j'ai même pas demandé quelle était la différence entre l'IMG et la première solution, qui était Oui. de prendre mon bébé et de le Ouais. faire mourir sur moi. Et là, nous, on est catholique, donc on a demandé, on a dit, est-ce qu'on peut avoir 2 minutes? Elle a dit oui, 2 minutes. Mais pas plus. Mais pas plus, ouais. Donc ils sont tous sortis, le collège là, y avait, parce qu'en fait dans ce cas-là il y a le réanimateur, le pédiatre réanimateur, il y a Tout pour la le monde. maman, pour le bébé à venir. J'imagine. Et puis nous on a dit, on a choisi l'option 1 bis qui était on le réanime mais on veut pas d'acharnement. Okay. Moi j'avais très peur sur l'acharnement, je voulais pas d'acharnement, je voulais pas qu'il souffre en fait, et voilà. Et du coup, ils m'ont... Donc là, ils rentrent, vous donnez votre décision. Voilà. On avait appelé le prêtre qu'on n'avait pas réussi à voir, mais finalement, bon, voilà, on prend quand même la décision. Voilà, on donne notre décision. Et puis là, branle-bas de combat, salle de... Ah oui, alors là, ils me disent, en plus, moi qui suis hyper chochotte, ils me disent, voilà, pour préserver le bébé, il vaut mieux faire une anesthésie locale. Donc pas général, parce que du coup, comme ça, il y a plus de chances. Ils s'en sortent. Déjà que ça va être compliqué pour lui, la réanimation directe. Donc je fais OK. J'avais froid, mais j'entendais tout. C'était terrible. Franchement, terrible. Je vois mon bébé qui était une espèce de petite chose... toute petite. Ouais, voilà, terrible. Et là, donc on me met, donc je le vois partir et il l'emmène en réa avec le papa. Et il me emmène en salle de réveil. Et là, je perdais encore énormément de sang parce qu'en fait, avec l'éclampsie, vous avez plus de plaquettes, donc vous perdez du sang. Puis c'est le sang, en gros. Voilà. Et je perdais trop de sang. Donc ils m'ont dit, au bout d'1 heure ou 2, je sais plus combien, ils m'ont dit, là, il y a un problème, vous perdez trop de sang. Donc peut-être qu'on a mal fermé. Donc il faut qu'on réouvre. Oh là là. Et là, j'ai dit, alors en plus c'était terrible parce que je voyais la discussion entre l'anesthésiste qui pensait que tout était très bien et que c'était normal que je pisse le sang parce que j'avais plus de plaquettes, donc c'était normal. Et l'interne qui était assez jeune, mais qui revenait la décision finale finalement. Donc et qui affirmait, qui prenait sa place. Oui, qui prenait sa place, voilà. Et du coup, j'assistais, j'ai assisté parce que eux aussi étaient dans l'urgence et tout, mais j'étais dans les vapes, je me sentais partir en fait. C'était assez marrant parce que j'étais tellement faible, mais j'entendais des bribes de conversation. Et du coup, la médecin a pris la décision, donc ils m'ont réouvert. Et j'ai dit non, là, c'est anesthésie générale. Et donc, ils m'ont réouvert à 4 heures d'intervalle. Et j'ai dû rester 24 heures en salle de réveil parce que mon état ne se stabilisait pas. J'avais pas eu de nouvelles du bébé, mais j'étais tellement... j'étais dans les vapes, quoi. Oui, donc ça a été 24 heures aussi horrible pour ton entourage, j'imagine. Entre toi et ton bébé, voilà, il y a eu vraiment un temps là. Et il y a eu le Covid aussi, c'est-à-dire que c'était le début du Covid, c'est-à-dire que il n'y avait pas encore le lockdown, mais je voyais l'infirmière qui s'occupait de moi tousser dans son masque. Non, tousser, je crois qu'elle n'avait pas de masque d'ailleurs. Il n'y avait pas encore les masques. Il y avait peut-être non, elle avait un masque, mais elle se toussait dessus, mais je pense qu'elle avait le Covid clairement. Et je me disais, mais dans quel cauchemar je suis? Je n'avais pas encore tout compris, mais je me disais, après coup, je me suis dit, j'ai eu de la chance qu'elle ne me le file pas, vu l'état dans lequel j'étais. Parce que finalement, en fait, j'étais à côté du comptoir de la salle de réveil, donc j'entendais tout. Et je sais qu'elle a été renvoyée chez elle parce qu'elle toussait, quoi. Et je crois qu'heureusement qu'elle avait son masque parce qu'elle ne me l'a pas filé. Et du coup, en fait, c'était un des risques au début du Covid, c'était que si un des parents avait le Covid, on ne pouvait pas aller voir son enfant.
Du coup, votre enfant était tout seul. Oh là là. Et les chances de survie au tout début sont liées à la présence Des parents. des parents. Ouais. Et pareil, je me suis rendu compte après coup que j'avais eu de la chance de tomber sur un Louis Mourier parce que, en gros, soit j'allais à Béclair, soit à Louis Mourier quand j'entendais les gens franco. Et en fait, à Béclair, apparemment, le médecin responsable de la néonatréa était italien. Et voyez ce qui se passait en Italie. Et lui, il avait interdit complètement l'accès aux parents. Donc, ils avaient des petites baffles pour écouter la voix des parents dans les couveuses. Mais pas plus. Mais pas plus. Ok. Et du coup, nous, au moins, on avait... Alors, c'était un des deux parents, la règle. Pas les frères et sœurs. Alors, ça, c'était un sujet aussi. Ses frères et sœurs n'ont jamais pu venir le voir. Ça a été Mais alors, compliqué. du coup, lui, donc, comment il allait là, Georges juste après. Bah lui, en gros, il était pendant une semaine, ils font pas trop de soins. Enfin, il était intubé. Et voilà, en gros, les premiers jours sont assez cruciaux. Mais lui, il a eu je pense, j'ai jamais officiellement demandé, Ok. mais je pense que son prono vital, il était engagé pendant les 3 premiers mois à minima. Parce que en gros, vous avez plusieurs sujets. Donc, comme j'avais eu les corticoïdes, mais qui n'avaient pas eu le temps de faire effet, il avait des poumons tout pourris. Donc, il fallait vraiment l'intuber. Il y a plusieurs stades dans la réanimation. Vous avez l'intubation, après, vous avez des trucs avec des petites choses dans les narines. En fait, c'est plus ou moins invasif. Donc, lui, c'était vraiment l'intubation. Comme les gens qui avaient le Covid, les gens arrivaient à comprendre, en fait, avec cette histoire de Covid. C'est le gros tuyau qui passe dans la gorge, le nez, la gorge et tout, intubé, quoi. Donc, très, très invasif. Et donc, lui, il était entre la vie et la mort, quoi. Et puis, parce que... Donc, il y a eu les poumons, voilà. Mais en gros, si vous voulez, la vie d'un préma comme ça, il fait des DSAT, il est... Même avec l'intubation, il descend en oxygène, il fait des trucs cardiaques bizarres. Il a... Enfin, il y a des bugs partout, ça bip Et tout toi, le temps. t'arrivais à te rendre compte de tout ça, ou ton état te le permettait, ou Moi, j'étais les premiers jours, j'étais dans un état de choc. J'y allais. Alors, c'était assez marrant parce que je me suis mis en mode robot. En fait, avec mon aîné, j'avais lu tout le guide d'SOS Préma avec tous les stades de la prématurité, etc. Et j'avais vu, je savais ce à quoi Gabriel avait échappé. Et donc, j'avais comme un manuel de tout doux dans la tête. Et j'avais retenu 2 choses que je pouvais faire à mon niveau. C'était être là, lui parler, lui machin, mais j'étais dans un espèce de monde à part quand j'étais là, parce que moi, j'ai pu aller le voir que 24 heures, 36 heures après, la première fois. Donc, en gros, j'étais là, je mettais les mains dans la couveuse et je faisais comme ça. Je mettais la main, j'enveloppais, en fait, je mettais la main, une main sur la tête, une main sur les pieds, mais je n'osais pas trop toucher. Et je lui parlais, je chantais. Et même quand j'arrivais pas, j'étais juste là. Ouais. Voilà. Mais t'arrivais quand même à aller le voir Ouais, mais je pense que j'étais... Oui, j'avais besoin. Ouais. Mais j'étais... Je savais qu'il pouvait mourir de toute façon. À ce stade, il y a une chance sur 2 qu'il meurt. Et puis, on avait eu 1 ou 2 petites convocations, entre guillemets, dans la petite salle que j'appelle la petite salle des mauvaises nouvelles. Et notamment parce que, en fait, il y a un truc chez les nouveau-nés quand ils naissent qui s'appelle le canal artériel qui se ferme automatiquement. Chez les prémas, certains prémas, ils ne se ferment pas. Et du coup, vous avez plusieurs façons de le fermer, soit avec un médicament, je crois que c'est du Doliprane, ou c'est le moins invasif possible. Ça ne marchait pas avec lui. Et soit via une opération. Donc soit à la barbare dans le cœur ouvert et tout, soit via une opération que fait Necker, des grands pontes incroyables. Ils passent par une veine dans la cuisse, ils remontent jusqu'au cœur et ils mettent une petite prothèse dans le cœur. Sauf que pour cette opération-là, il faut faire 800 ou 900 grammes. Donc c'est un chemin, c'est énorme. Voilà. Donc en fait, il fallait le faire tenir, il fallait qu'il tienne jusqu'aux 800-900 grammes. Sauf qu'il se dégradait, donc c'était tous les jours
Le stress, l'angoisse. Ah ouais, c'était... voilà, il fallait qu'il tienne. Ouais. Et puis au début, on nous a dit, finalement, ça ne sera pas possible. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, Necker, ils ont besoin d'avoir un bébé qui est un minimum stable pour l'opérer. Et il n'était pas stable du tout. Moi, je n'avais jamais pu le prendre dans les bras. Et, Tu as pu le prendre quand dans les bras? 1 mois, juste la veille de l'opération. Okay. Donc la veille où il allait être transféré à Necker pour être opéré, là j'ai eu droit, pas à un pot à pot, mais à un câlin. Mais le plus beau jour de ma vie. Donc Georges est opéré à Necker, voilà. Et là, donc on allait le voir, il est resté, je pense, quelques jours. Il fallait libérer le lit parce qu'en fait Necker est à la fois néonat-réa, mais il fait aussi des opérations, contrairement à Louis Maurier, qui est plus cocooning du coup parce qu'on n'a pas les va-et-vient de l'opération. Et clairement Necker, on voit des trucs beaucoup plus... Enfin, ce que j'ai pu vivre à Louis Maurier, quand j'ai vu effectivement... j'étais confrontée au décès de petits voisins, une petite voisine de Georges par exemple. À Necker, il y a, je dirais, plus de stress parce qu'on voit les allers-retours des opérations, des petits bébés qui viennent de naître par exemple. Donc en fait, t'es plus confrontée à d'autres... il y a plus de, c'est moins cocooning, enfin c'est moins calme comme environnement. Vous pouvez changer de petits voisins tous les 2 jours. Et finalement, tu as besoin d'une stabilité. Ça contribue. Et je crois que les parents qui font des très longs séjours à Necker disent que oui, c'est compliqué de... Nous, on l'a vécu quelques jours. Par exemple, vous avez un bébé qui fait un arrêt cardiaque devant vous et tout. Il y a plein de choses. Disons que je pense que ça arrive plus souvent du fait qu'il y a des chirurgies, en fait. Voilà, donc moi, je disais, il va revenir dans son hôpital maison, en fait. C'est un peu sa petite maison en attendant. T'avais envie de revenir dans quelque chose de plus calme? En fait, les infirmières, etc., on commence à les connaître. Oui, donc, bien c'est sûr. vrai que celle de Necker, c'était... Après, j'avais la maman d'une amie qui était chef de service là-bas, donc pas en pédiatrie, mais qui le suit pour les poumons, et qui était venue le voir. Donc, ça faisait un peu comme une présence connue. Donc c'était... Même pour lui? Même pour lui, oui. Je sais que, par exemple, je sais qu'elle était venue le voir alors qu'on n'était pas encore là. Parce que le matin, nous, on arrivait... en fait, on avait les 2 grands. Dans la logistique à s'occuper aussi, c'est que on avait les 2 grands qu'on avait pas remis à l'école. Ouais. Donc, en fait, il fallait gérer les 2 grands. Il y en avait un qui allait voir l'enfant. Alors, c'était plus moi qui allais... Je pense que je faisais plutôt 2 jours maman, 1 jour papa. Parce que je tirais mon lait. Ça, c'est aussi un des trucs que j'avais lu pour ma première grossesse, que le lait maternel, en fait, s'adapte à quelque part à l'âge gestationnel de l'enfant. Ah ouais. Incroyable. Et du coup, c'est vrai qu'on n'oblige jamais, mais on montre que les enfants... prématurés d'ailleurs, les enfants prématurés, on leur donne du lait d'autres mamans. Parce qu'en fait, ils l'assimilent beaucoup mieux que les laits. Et Georges a pu en bénéficier un moment d'ailleurs, parce que moi, les moments de trop grande difficulté, j'avais plus le lait. Mais du coup, pour parler crûment, il faut toujours stimuler parce que ça peut revenir. Donc ça, c'est un message d'espoir aussi pour les mamans. Ou même, moi, je sais que ça avait mis plusieurs jours à venir. Faut pas baisser les bras. Si jamais vous voulez, faut pas baisser les bras. Si ça vient pas, ça viendra pas. Mais en tout cas, ça peut venir plusieurs jours. Ça peut diminuer fortement et repartir. Et en fait, je pense aussi que une des opérations qu'ont souvent les prémas, c'est parfois il y a l'intestin qui peut juste péter parce que en fait, il est pas mature et il est pas prêt à recevoir de choses qui sont pas faites pour cet âge-là. Et le fait qu'ils reçoivent du lait même par sonde de la maman, ça réduit le risque. Et donc lui, il a eu beaucoup d'opérations, mais il n'a pas eu celle-là. Et donc quelque part, je me dis c'est une petite victoire et je me dis j'ai réussi à faire, on a réussi à faire en sorte que parce que là aussi, ce qui est hyper dur, c'est que plus il est petit, plus le protocole pour tirer son lait va être en kikinant, il faut se désinfecter 50 fois. Dès qu'il y a le moindre microbe, machin, moi, ils ont jeté des quantités de lait incroyables de moi.
Donc vous Bah avez ouais. galéré à tout Ouais. tirer. Et voilà, en fait, c'est ça, c'est qu'on lui a donné du lait parce qu'en fait, j'ai eu du lait qui a été jeté parce qu'il y avait un microbe qui Ok. prenait pas de risque, etc. Donc voilà, ça c'était une façon de... Et donc pourquoi Parce qu'il faut tirer à la maison, il faut tirer régulièrement, mais vous pouvez tirer à l'hôpital, à la maison, enfin vous avez des petites routines à mettre en place. Mais ce que je veux dire, c'est que même si vous voyez votre enfant, vous allez le voir toute la journée, vous pouvez, vous faites je sais pas, 10h, 18h. Il y a des parents qui choisissent de dormir. Moi, pour ma première hospi pour Gabriel, on m'avait dit, ça demande une énergie folle en fait de passer une journée avec son enfant, parce qu'il faut résister à tous ces bips qui sonnent de partout, à ces choses qui se passent dans sa santé, au fait que voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Du coup, il faut pouvoir se ressourcer pour réattaquer une journée. Donc moi, je sais que il y a une infirmière qui m'avait dit ça sert à rien que vous dormiez à côté sur un fauteuil Ok. donc. Et puis moi, en fait, Et t'avais les deux autres aussi. j'avais les deux autres ouais. aussi, et en fait, c'était trop. J'avais dit si je fais une nuit, je vais avoir envie je vais pas pouvoir me séparer. Et donc en fait, mais ça, le corps médical l'avait très bien compris. J'avais dit moi, je ferai mes dernières nuits quand je serai sûre qu'il sortira. Et donc effectivement, mais j'ai dormi avec Georges quand il était en fin de parcours, donc vers 5 mois. C'est 5 mois. Donc il est resté 5 mois. 5 mois, ouais. 5 mois à l'hôpital. Et ce moment d'ailleurs de... Alors il est sorti, il avait encore un peu d'oxygène. Donc il avait sa petite bouteille d'oxygène et ses petites lunettes à oxygène. On avait tout préparé à la maison avec justement l'oxygène. C'est là où tu te dis que les gens qui ont vraiment des enfants malades... parce que nous, on nous avait dit c'est temporaire. Mais on se dit quand même les infrastructures qu'il faut... Toi, dans ce que tu as vécu, ça me fait penser qu'on dit souvent qu'il faut tout un village pour quand on a un enfant, que dans de nombreuses cultures aussi, le rôle de la communauté est très important. Je trouve que dans ton histoire, tu as eu un peu les deux, à la fois cette communauté avec les médecins, l'entourage médical qui était présent, et en même temps, on sent un isolement et une traversée du désert que vous avez vécu que vous, entre vous, de par à la fois le contexte sanitaire de l'époque. Est-ce que tu l'as vécu ça, à la fois les deux aspects? C'est exactement ça. C'est-à-dire que, oui, c'est exactement ça. En fait, on a été compris par toute une communauté médicale / paramédicale, et aussi par, en fait, des gens, c'est assez rigolo, des gens qui n'étaient pas forcément très proches dans nos vies, mais qui se sont manifestés, soit parce qu'ils avaient vécu quelque chose dans leur vie qui leur a rappelé. Par exemple, dans le Covid, c'était assez marquant parce qu'il y avait beaucoup de gens, les gens qui avaient des personnes fragiles autour d'eux ont pu comprendre. Par exemple, j'ai une amie qui a eu un papa qui a été greffé. Bon, bah, elle faisait des quarantaines avant d'aller le voir. Donc, elle a totalement compris les enjeux, etc. Ouais. Voilà. On a des amis qui ont eu un papa en réa plusieurs semaines, qui ont failli le voir partir. Donc, ils ont compris. Et puis, en fait, ça, c'est assez rigolo. C'est la nature humaine. Vous avez des gens qui ont vécu des choses, mais qui les ont bien enfouies au fond et qui vont pas faire l'effort de recomprendre quelque chose. Vous avez des gens qui n'ont jamais rien vécu de compliqué ou qui semblent ne jamais, et qui vont faire l'effort de comprendre. Et ok, on était seuls physiquement, mais on a eu des soutiens par texto, par appel, vraiment qui nous ont énormément touchés. Et puis, bah, vous avez les autres qui... et ça, je pense que ça a été très dur, c'est sur le long terme. En fait, comme on disait... les gens n'aiment pas les choses sur le long terme. Quand vous n'allez pas bien sur le long terme. Ça durait trop longtemps, finalement. Ça durait trop longtemps, ouais. Et du coup, là, là, vous êtes un peu seul parce que vous avez des comportements qui vont quelque part, finalement, nier ce que vous avez vécu. Minimiser, voilà. Et ça, c'est vraiment dur parce que c'est dur, en fait. Parce que vous savez ce que vous avez vécu. Alors, la photo Covid aussi, parce que
À l'hôpital, normalement, les enfants peuvent recevoir des visites, que ce soit des frères et sœurs, mais bon, comme je l'ai dit, les frères et sœurs ont très bien compris. Voilà. Mais il peut y avoir aussi des visites des grands-parents ou Bien des sûr. proches. Et en fait, du fait de l'absence de ces visites, c'est forcément... C'est difficile de croire quand on ne voit pas. Ouais, Difficile de se rendre compte de ce que vous avez vécu, quoi. voilà. Ouais, c'est... Et au-delà du moment, effectivement, en plus que vous avez vécu de l'état sanitaire et de la crise du Covid, etc., est-ce que tu penses qu'il manque, ou en tout cas, les choses sont suffisantes pour les parents de grands prémas autour d'un dispositif communautaire, d'un soutien, une sorte de soutien collectif? Est-ce que tu trouves qu'il y a ce qu'il faut, ou il y aurait des choses à améliorer Moi, je me dis, mais après, je pense que ça dépend de chaque famille et de chaque entourage, qu'il faudrait plus informer l'entourage de pourquoi on fait tout ça. Parce que nous-mêmes, on n'est pas forcément les meilleurs pour l'expliquer, ou nous-mêmes, on va nous dire tu en fais trop. Donc, quelque part, créer une sorte de flyer ou de bouclette à destination de l'entourage. Pourquoi le parent de préma. Mais après, ces questions sont toujours délicates parce que d'une famille à une autre, vous n'allez pas suivre les mêmes consignes, vous n'allez pas avoir les mêmes... restrictions ou les mêmes possibilités. Vous n'allez pas forcément les respecter de la même manière. Ouais, bien sûr. avez des familles qui, par exemple, refusent le suivi. Georges, elle est suivie à l'hôpital, elle sera suivie jusqu'à ses 7 ans. On fait des journées d'hôpital de jour pour voir, parce que c'est des enfants qui ont plus de chances d'avoir des troubles 10 et compagnie, par exemple. Des problèmes de vue, il a été opéré 2 fois des yeux. Par exemple, vous avez des parents qui refusent ce suivi-là, qui disent bon voilà, il sort, il est bien. Et je pense que c'est lié aussi à la manière dont on a vécu le séjour. Vous avez des parents à qui on a beau dire votre présence est nécessaire et voilà, vous les voyez jamais à l'hôpital. Oui, chacun vit différemment. C'est difficile de. Bien sûr. Moi, j'ai vu des parents, j'ai vu des enfants. Moi, mon critère, j'avais peur qu'il ait sa première purée à l'hôpital. Souvent, on suit. J'avais peur qu'il soit encore à l'hôpital au moment de la première purée. Okay. J'ai vu des enfants avec les premières purées. C'était ma deadline. Je me disais, je veux pas qu'il ait sa première purée à l'hôpital. C'est des enfants, par exemple, où les parents venaient moins souvent. Ouais. Enfin, moi, il y en a, j'ai quasiment jamais vu. Donc, en fait, je trouve que c'est difficile parce que nous, c'est notre histoire. On l'a vécu comme ça, mais vous avez peut-être d'autres familles où... Donc c'est aussi ce qui peut impliquer que ton engagement est un peu délicat, ou tu sais pas trop comment t'engager et comment faire. Exactement. Et il faudrait peut-être te centrer sur toi, ce qui t'a manqué ou ce que tu as envie de... Effectivement, que ça corresponde pas à 100% à tout le monde, ça sera... Mais c'est ce qui est compliqué aussi dans l'engagement. Je voulais quand même qu'on revienne sur le sujet des jours enfants malades. Parce que comme tu nous l'as évoqué là, et que tu l'évoques encore, c'est qu'un prématuré, une fois qu'il rentre à la maison, c'est pas fini. C'est pas fini, même pendant les 5 mois, après, etc. Il y a toujours du soin, du suivi, etc. Toi, tu as eu des refus de séjour pour les rendez-vous médicaux donc, de Georges. Tu le dis, que tu as ressenti ça comme une violence, une vraie violence vis-à-vis de ce que tu es en train de vivre, et puis par ce refus, cette non-compréhension. Et c'est selon toi un des points justement du système qui devrait évoluer, et un des sujets sur lesquels tu as pris la parole et que tu continues encore là de voir comment tu peux faire bouger les choses là-dessus. Oui, alors en effet, j'ai changé d'entreprise il y a pas si longtemps. Et dans mon ancienne entreprise dans laquelle j'étais quand Georges est né, c'est vrai que j'ai jamais eu de problème pour poser les jours d'enfants malades classiques pour quel que soit le suivi de Georges en fait. Ça pouvait être une consultation psy, un orthophoniste, un hôpital de jour, quelle que soit la raison, on ne m'a jamais dit non pour la pose d'un jour enfant malade. Jamais.
Et du coup, j'ai été très surprise là, dans mon entreprise actuelle quand j'ai un certificat médical de l'hôpital qui dit que Georges a besoin de suivi particulier sans rentrer dans le détail, mais lié à son état. Donc parce que il peut y avoir plusieurs choses, donc on ne fait pas la liste, on dit juste qu'il a suivi des suivis où la présence de ses parents est indispensable. Et effectivement, il a par exemple des séances d'orthophoniste toutes les semaines. On sait tous combien c'est compliqué de trouver un orthophoniste. Lui, il a une orthophoniste qui est géniale, qui est une ancienne de l'hôpital, qui est loin de la maison en fait. Et donc, grosso modo, ça me prend 3 heures pour aller faire une séance, quoi. Et évidemment, il y a peut-être 3 jours enfants malades par an, donc évidemment, ça ne couvre pas toutes les séances. Mais je me disais, c'est toujours ça, je peux m'arranger avec mon mari. Et en fait, on m'a dit que... Donc, j'avais fourni les 2 certificats de l'orthophoniste et de l'hôpital. Et on m'a dit qu'un suivi régulier et planifié n'était pas justifié pour un jour congé enfant malade. Donc oui, effectivement, extrême violence. Quand on voit que un congé enfant malade peut être posé pour un rhume, une gastro, ou vous, enfin moi personnellement, quand c'est le cas, je suis en télétravail et je chope un rendez-vous et je travaille, et puis en fait je le pose même pas le jour dans ce cas-là. Je vais travailler à côté. Bref, je me suis dit, comment est-ce que ce truc-là ne peut pas couvrir une situation où finalement les besoins sont beaucoup plus importants que des enfants qui n'ont pas de soucis médicaux. Et donc, la disposition légale est assez large. Et je me suis dit, il n'y a pas de... J'ai fait une préanalyse et j'ai contacté SOS Préma en leur demandant, est-ce que vous pensez que... c'est applicable dans notre cas, parce que moi, je ne vois pas de raison pour lesquelles ça pourrait ne pas être applicable. Mais on pourrait quand même avoir un doute. Ça serait bien de se le faire confirmer par un cabinet d'avocats si vous pensez que tous les parents de préma pourraient solliciter cette disposition. Et elle m'a dit, effectivement, elle m'a répondu, oui, je pense que la question est légitime, donc on va solliciter un avis. Donc, par exemple, oui, moi, l'action, comme je suis juriste, avocate de formation, ça s'est manifesté là par une analyse juridique du dispositif, et puis on va voir ce que ça va donner. Si l'avocate dit ou l'avocat dit c'est pas vraiment prévu pour ce cas-là, après, est-ce que j'aurais envie d'aller devant les parlementaires en disant voilà, il faut quand même essayer de prévoir quelque chose pour ce cas-là, parce que finalement, ça veut dire qu'en gros, on donne pas le temps aux parents qui travaillent de faire le suivi, et ça veut dire que vous avez des enfants Quelle est la solution? Oui, quelle est la solution, voilà. Parce qu'en fait, c'est des enfants qui vont pas rentrer dans les dispositifs pour de maladies très graves. Par exemple, vous avez des dispositifs pour les maladies très graves ou les accidents graves. Oui, là, c'est flou, en fait. Et là, en fait, on est dans un espèce d'entre-deux où il va trop bien pour aller rentrer là-dedans, mais où il y a quand même des gros suivis et des gros... ça rentre dans plein mal de contextes. Je vois aussi Marie Lemay, qui est la fondatrice de l'association Stop Bébé Secoué, qui était venue aussi parler à ce micro de son vécu, et dans la même situation. C'est-à-dire que c'est un entre-deux. Son bébé a survécu, mais en même temps, il a besoin de beaucoup... Enfin, son enfant maintenant, parce qu'il est grand, mais avoir besoin de beaucoup de suivi. Et puis, elle est dans cet entre-deux où c'est pas pris en charge, où il n'y a pas forcément de compréhension, où, en fait, ça revient à ce que tu disais, ça dure trop longtemps, en fait. Là, comment la société déjà peut s'y intéresser, l'entreprise, quel est le rôle de l'entreprise aussi à ce moment-là. Et tu deviens aussi aidante, c'est-à-dire que ce mot et ce rôle qui est de plus en plus entendu et j'espère considéré auprès de l'entreprise, il prend tellement de formes. On le pense spontanément autour du vieillissement des personnes âgées, mais il y a de la maladie, et donc de ce suivi. Et aussi, mon interrogation, c'est toi, en même temps, tu prends conscience de tout ça, tu as envie de faire bouger les choses, mais comment l'action peut rentrer aussi dans tout ce que tu as aussi à gérer ? Sous quelle forme ?
Alors moi, au fond, je pense que ce que j'aimerais et ce qui n'était pas possible pendant le Covid, c'est SOS Préma a mis en place des parents bénévoles qui vont visiter les familles et donc qui écoutent. Et donc, ce sont des parents qui ne sont pas psy, ce sont des parents qui ont vécu une situation similaire. Ce qui, je pense, est précieux quand vous vivez ce genre de choses, parce que, entre guillemets, c'est des gens qui peuvent comprendre ce que vous avez vécu. Et moi, je pense que j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien être parent bénévole. Il faut trouver le temps, mais pas seulement le temps. Il faut, comme on disait tout à l'heure, avoir... pas être guéri, mais il faut être sur la fin, je pense, d'un processus d'acceptation de ce qui nous est arrivé, etc., pour que notre histoire à nous, il me semble, à mon sens, ne prenne pas la place de l'histoire des gens qui sont en train de vivre quelque chose à l'hôpital. Parce que pour moi, si je fais ça, c'est pour les aider, c'est pour les aider, entre guillemets, grâce à mon vécu, mais pas pour... Je le ferai pour pas toi, pour moi, voilà. Oui. Je veux pas... Clôturer quelque chose devant toi, etc. Voilà. Ouais. Ou alors peut-être à 10%, mais pas... Il faut pas que ça prenne il faut pas que ça prenne une trop grande importance, en fait. Et donc là, t'en es où, toi, dans ça, dans cette réflexion? Je pense que c'est pas tout à fait terminé, mais je pense que d'ici bientôt. Quelques mois, oui, voilà. Mais c'est important. J'ai cette envie qui monte. Ouais, c'était ce que je voulais aussi faire transmettre comme message, parce que l'action, elle n'est pas toujours évidente. Et c'est pas parce qu'on vit quelque chose d'intense ou comme toi, tu as les armes d'un point de vue juridique, peut-être d'être plus à l'aise pour aller dans cette action-là. Ou en fait, il faut aussi prendre le temps de se reconstruire et de réfléchir à est-ce que j'ai envie d'agir ou pas, comment je peux agir. J'agis déjà dans mon foyer, dans ma vie, dans mon quotidien. Est-ce que c'est une réalisation en soi? Est-ce que plein de choses? C'est vraiment aussi une construction d'aller vers l'action. C'est pas forcément évident. Mais là, donc, toi, c'est en cours. Oui, c'est en cours de réflexion. Et ce que tu disais aussi, il y a cet aspect qui est en cours, mais il faut aussi arriver à se dégager du temps parce que, comme on disait, la vie reprend son cours après. C'est-à-dire que le travail reprend son cours et finalement, on doit aussi gérer tous les suivis, plus son travail, plus les enfants, plus les enfants, etc. Ouais. Donc, c'est pas forcément évident. Et dans cette même optique, quand on arrive, je pense, devant un parent qui est en train de vivre une situation comme ça, à mon sens, il ne faut pas être complètement ultra fatigué. Alors, on donne ce qu'on a à donner, mais Bien ce que sûr. je veux dire, c'est que il faut être dans l'état. Il faut être en état pour accueillir Ouais. ce qu'ils vont nous dire et c'est un peu être en forme, entre guillemets. Bah, Voilà, moi, j'ai pas envie d'arriver et comment tu te sens, toi, maintenant, d'ailleurs, après Moi, je me sens encore très fatiguée. Ouais. Je me sens encore je me sens comblée par mes enfants, ma famille, mes amis. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir une chance inouïe, mais vraiment inouïe. Et en même temps, parce que c'est pas mais, c'est et, c'est... voilà, il y a le quotidien, on travaille tous les deux avec mon mari. Je suis fatiguée, mais fatiguée comme une maman de 3 enfants qui travaille. Oui, mais fatiguée aussi d'avoir vécu tant d'épreuves. Hein. C'est possible aussi que ça aussi qu'il y ait une part de tout ça, et c'est exactement ce que tu dis. Je pense que tout ça prend du temps à digérer, entre guillemets. Bien sûr. Ouais. Et alors, on arrive à la fin de cet épisode. Quelle est ta définition d'agir? Pour toi, ça veut dire quoi? Pour moi, agir, c'est très concret. Ça commence vraiment par le quotidien. Et ça commence par, quelque part, par prendre le temps d'écouter l'autre. On ne peut pas être spécialiste de tout. On ne peut pas forcément... on ne peut pas forcément s'engager dans une action de long terme
Voilà, comme par exemple, je voudrais être un jour SOS Préma, mais du coup, ça commence à une toute petite échelle et au sein de son foyer, de ses amis, etc. C'est écouter, essayer de comprendre, se mettre à la place. Et pour moi, c'est déjà agir, en fait. Et pour moi, c'est le préalable, parce qu'en fait, une action de long terme qui va, aux yeux de la société, être quelque chose, tu es bénévole dans tel asso, tu fais tel truc. Pour moi, s'il n'y a pas ce côté humain derrière, ça veut rien dire, en fait. C'est pas... Donc, je le vois à la fois comme quelque chose de quotidien, de concret, d'imminent, mais qui vont faire comme des petites choses pour servir peut-être une action à plus long terme. À plus long terme, ouais. Et alors, si quelqu'un nous écoute et qui est dans cette situation ou qui l'a vécu, est-ce que tu as un message à passer ? Qu'il faut toujours garder espoir. Après, a posteriori, on peut toujours... Enfin, on va dire que pour mon cas, c'est facile à dire parce qu'effectivement, il a eu l'énorme chance de survivre. Mais malgré tout, je pense qu'il faut garder espoir dans la vie en général. Il y a des belles choses qui peuvent arriver et il faut... j'aimerais que tout le monde puisse... qu'on puisse tous arriver à surmonter ce qu'on a vécu et à vivre avec ce qu'on a vécu et arriver à en tirer des choses positives, parce que on peut pas oublier ce qu'on a vécu. Pour moi, on est obligé de vivre avec. Et du coup, si je devais passer un message, c'est de aider les proches autour de vous, et faites-vous aider quand vous êtes dans ce cas-là pour arriver à vivre avec vos douleurs, votre souffrance, votre vécu, vos épreuves. Et parce qu'en fait, c'est la seule solution pour moi pour s'en sortir. C'est vraiment ce que je pense. Merci beaucoup. Merci. Tu m'as apporté une petite boîte. Alors, je t'ai apporté une petite boîte. En fait, c'est même une grosse boîte. Oui. Que j'ai fait faire et où il y a marqué 1er mois de Georges. Et en fait, je ne savais pas comment classer et quoi faire de toutes ces petites choses. Mais ce sont des petites choses qui ont fait partie de la vie de Georges dans les premiers mois. Et c'est des initiatives de l'association qui existe au sein de l'hôpital. Et alors ça, c'est le plus marquant, c'est ce que je montrerai à tout le monde. Oh là là. C'est la couche, la plus petite couche au monde qui existe. Et il faut se dire qu'il flottait dedans. Voilà. Alors là, on ne se rend jamais compte. Ouais, je ne sais pas combien de centimètres elle fait pour ceux qui nous écoutent, mais elle tient dans la paume d'une main, en fait. La paume d'une main. Ouais, c'est la paume d'une main. Voilà. Exactement. Oui, donc c'est une boîte pour pas oublier, mais en même temps, c'est une boîte joyeuse parce qu'il y a plein de petits souvenirs. Il y a les photos. Alors, c'est aussi pour ça qu'on donne de l'argent pour ces assos. Donc ça, c'est Georges à sa naissance. Mais je trouve qu'on se rend moins compte de la taille. On se rend moins compte, oui, effectivement. On se rend moins compte de la taille. On s'en rend compte en mettant la couche à côté. Ouais. Et puis alors, en fonction des petits caps qui passent, il y a toutes les photos que prennent les infirmières. Et heureusement qu'elles le font, parce qu'en fait, vous n'avez pas la force de le faire. Donc là, c'était le premier pot à pot. Donc le 12 avril... Donc, il avait plus d'un mois. C'est l'infirmière qui a fait ça ou c'est toi? Non, l'infirmière. En fait, elles le font et puis la nuit, pendant leur garde, pendant leur petit temps, elles font ça pour nous, pour justement qu'ils gardent des enfants, qu'ils gardent des souvenirs. Alors ça, on m'a donné ma chance, en fait, c'est quand on passe des paliers en termes de respiration. Okay. Donc ça, c'était censé être un truc moins invasif que l'intubation, sauf que ça n'a pas marché. Okay. Et du coup... c'est une photo de Georges avec un dispositif pour respirer, mais qui n'est pas un tube, qui est par le nez directement. Et donc, on est revenu en arrière. Ça fait partie, c'est très courant dans la prématurité. Il y a des hauts et des bas. Et du coup, c'était un petit bas, mais on a quand même pris en photo parce que c'était une étape. Mmh.
Voilà, ils font des choses par exemple pour la fête des mères, donc des petits poèmes. Et puis vous avez premier essai au petit flot. Vous voyez, c'était un autre stade, un autre dispositif de respiration. Donc quel soulagement à 2 mois. Là, c'était le premier câlin dont je vous parlais tout à l'heure, juste avant l'opération, celui où j'ai pas bougé. Donc vous voyez, il a des sondes, des trucs, des dispositifs de partout, il a des fils de partout. Premier câlin avec maman, 5 Voilà. avril 2020. Il faut savoir qu'il n'a jamais vu ma tête avant 5 mois, qu'avec des masques. Et donc, et j'ai gardé aussi les petits bonnets qui prenaient les dispositifs de... Voilà, des petites boîtes avec... pareil, c'est souvent des trucs liés à la respiration. Des petits ça fait partie maintenant de son histoire, sa venue sur Terre. Exactement. Il y a plein de petites choses. Tout est petit. Tout est petit. Dans une grande boîte. Voilà, il y a des dessins de des frères. Il y a aussi les mots quand il est parti. 3 mois. Premier pot à pot avec papa. C'est trop mignon. Ça fait des beaux souvenirs, en fait. Ça fait des beaux souvenirs. 1 kilo à Pâques. Voilà, et la fameuse petite pieuvre très connue des bébés Prima. En fait, c'est des bénévoles qui tricotent ou crochettent ces petites pieuvres. En fait, donc selon un cahier des charges bien précis. Et c'est censé, on le pose à côté du bébé et c'est censé, on préfère qu'il s'agrippe à ça qu'aux fils qui vont défaire. Donc ça, c'était sa petite pieuvre, par exemple. Petit souvenir encore de sa petite main. Sa petite main. Très, très petite. Voilà. Ouais. Donc voilà, j'ai mis tout ça et c'est sa boîte à souvenirs. Je lui donnerai, ça sera pour lui quand il partira de la maison. C'est ses premiers mois d'histoire, quoi. Ouais. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elles agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b-sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.ellesagissent.com. À très bientôt.